Bienvenue, merci de nous suivre à travers ce numéro de kiosque de ce vendredi 28 novembre 2025, dernier numéro de la semaine, puisque bien sûr vous suivez kiosque du lundi au vendredi sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Alors merci de nous rester fidèles. Alors nous recevons ce matin Gérard Lemba et Yannick Vumbi. Avec eux, nous allons nous atteler sur des sujets entrés, bien sûr, à l'est de la République démocratique du Congo, la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette rencontre annoncée le 4 décembre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame, rencontre sous l'égide des États-Unis d'Amérique afin de signer l'accord de paix régional. Et bien voilà qui fait réagir l'opposant Martin Fayulu. Nous disons à Félix Tshisekedi, les Congolais ont droit de connaître le contenu réel du projet d'accord que vous envisagez de signer avec Kagame à Washington. Ces projets doivent être rendus publics, ne signer aucun accord qui porterait atteinte à la souveraineté. C'est la réaction de ce matin de l'opposant Martin Fayulu par rapport à cette rencontre annoncée pour signer l'accord 4 décembre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Paul Kagame, qui était en conférence de presse hier au Rwanda, il accuse Kinshasa de refuser d'assumer ses responsabilités et le gouvernement a réagi. Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Pour le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, Paul Kagame est le géniteur, le père du groupe rebelle M23. Toujours dans cette conférence de presse, le président rwandais a indiqué si vous ne me donnez pas mon droit, cela signifie que nous nous battrons sans aucun, nous nous battrons encore sans aucun doute. Alors, quels sont ces droits réclamés par le président rwandais? Nous allons parler avec nos invités. Hier, lors de briefing presse co-animé par le porte-parole du gouvernement et le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, le ministre des Mines regrette que depuis près de 100 ans d'exploitation minière en République démocratique du Congo, seules les entreprises en tirent profit, tandis que les Congolais vivent dans la misère. Ils n'ont jamais profité de leur richesse, a déploré le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, qui, au sujet de ceux qui continuent à parler du Far West, la dernière chose que je leur dis, a-t-il dit, c'est ceci: après tout, la décision d'investir en République démocratique du Congo est binaire. Vous venez ou vous ne venez pas. Eh bien, ce sont ces déclarations qui constituent l'ossature de ce numéro de kiosque. Merci de nous rester fidèles. Maître Yannick Vumbi, bonjour. Bonjour madame, bonjour mon co-débatteur. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats qui ne tournent pas autour des individus, mais plutôt autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. Encore une fois de plus, merci de l'invitation. Merci. Alors, Gérard Lemba, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour Yannick, maître Yannick. Merci. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci de l'invitation de CCTV. Je sais qu'un autre co-débatteur devait être avec nous ici, mon ami que j'aime bien, Serge Nteka. Suite à tout ce que nous avons comme embouteillage, moi-même j'ai failli ne pas être présent. Donc je vous dis bonjour, un grand merci. Si vous permettez madame, j'ai pensé peut-être placer un mot par rapport à un reportage où nous avons été associés. C'était lors de l'anniversaire du vice-gouverneur. J'ai dit Edi Yele Molangui, c'était au terrain Bondo. Comme on a toujours dit dans la Bible que j'avais entendu, mais cette fois-ci j'avais vu au moins plus de 50 000 membres de la fondation Yeli ont souhaité bon anniversaire. À la même occasion, il y a eu encore une messe de grâce qui a été faite. Donc j'ai vu les 7 communes qui composent la circonscription de Funa lui apporter un cadeau de vache
c'était quand même fort. Mais au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme fête, comme moment de joie, mais c'est plus ce qui m'a attiré l'attention, madame, si vous permettez, c'est que c'est plus la discipline des jeunes. Vous voyez, c'est une commune, comme on dit, où il y a plus d'agitation. Mais pendant au moins 4 heures, sous la pluie, j'ai vu tous ces jeunes-là. Mais aucun quoi, pas de désordre, pas de jet de pierre. Et je me suis dit, il y a possibilité d'encadrer nos jeunes. C'est-à-dire que c'est question d'être crédible. Et je crois que de ce côté-là, il en a prouvé. C'est ce que fait peut-être le général Kabouik avec le service national. Moi, en tout cas, c'est plus ce qui m'a attiré. Il n'y avait presque pas de la police, mais il y a une convivialité, il y a une solidarité, pour ne pas dire il y a une complicité. J'ai vu vraiment combien le vice-gouverneur est très populaire chez lui dans son fief électoral. Ça, on ne peut que profiter pour lui dire à vive voix ici, joyeux anniversaire, monsieur le vice-gouverneur. Et surtout que c'est un membre du MLC. Je crois qu'ici, un cadre du MLC, ça tombe à propos pour lui souhaiter joyeux anniversaire depuis CCTV. Voilà un peu. Merci beaucoup, madame. Merci, Gérard. Moi aussi, j'ai juste un petit excuse, si vous me le permettez. Oui. Je voudrais quand même revenir sur ce qui se passe ici dans la ville-province de Kinshasa. Il y a au jour d'aujourd'hui un débat de droit. Je ne voulais pas vraiment entrer dans les juridismes, mais je m'interroge aussi en même temps. Est-ce que les directeurs de cabinet est-il compétent d'initier une mission de contrôle dans la ville-province de Kinshasa? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est compétent pour initier une mission de contrôle dans la ville-province de Kinshasa? Alors, lorsque vous lisez les différentes lois qui nous régissent, la Constitution, la loi portant libre administration des provinces, vous allez comprendre qu'il y a 3 centres d'impulsion. Il y a l'État, il y a les provinces et les ETD. À partir de ce moment-là, il faut maintenant établir les liens qui existent entre l'État et les provinces. Je crois que le président de la République, sinon les directeurs de cabinet du président de la République, n'auraient pas agi directement. Il pouvait instruire, sinon dire sur instruction du président de la République, le ministre de l'Intérieur est habilité à faire, parce que, quand vous lisez même la loi, j'allais dire pourtant, organisation de conférence des gouverneurs, vous allez voir que les vice-ministres, les ministres de l'Intérieur comme les rapporteurs. Et donc à ce titre, il y a quand même un lien de collaboration. Mais que le président puisse directement venir, je crois que c'est une violation de la Constitution. Mais si le président de la République estime qu'il y a ce principe de salus populi suprême lex, c'est-à-dire le salut du peuple, c'est la loi suprême et qui peut intervenir, c'est vrai, ce principe tel qu'évoqué, c'est vraiment en violation de la loi, mais ça met beaucoup plus accent sur le salut du peuple. Parce que quand vous regardez les niveaux de la détérioration de cette ville, il nous faut vraiment une réflexion profonde. Comment le gouverneur, sinon l'actuel gouverneur, était-il élu? Avait-il un programme? La ville est devenue invivable. Rien ne marche. Insécurité, insalubrité, pas de route. Alors que c'est l'un des rares gouverneurs qui est en train de bénéficier des finances de l'État. Un peu plus de 60 millions. Certains parlaient même de 70 millions. Mais rien ne va. La ville est devenue presque ingouvernable. Et donc, lorsque le président de la République estime qu'il doit intervenir, quoi qu'en violation de la Constitution, mais en vertu du principe salus populi suprême lex, je crois que c'est quand même opportun. Il faut fouiner, voir est-ce qu'il est en train de faire bien son travail. Où part tout cet argent-là? La ville est devenue invivable. Difficile de circuler, des embouteillages. Quoique. C'est vrai que justifie ce que vous dites, la violation de la loi. Oui, si on invoque le principe de salus populi, si on invoque le principe de salus populi suprême lex, ce principe vers que l'autorité puisse
violer quand même les lois, mais pour préserver les salis du peuple. C'est permis. Oui, vous êtes un juriste. Oui, c'est permis. Je vous dis, c'est un principe de droit. Parce qu'au-delà de la loi, au-delà de la Constitution, il y a des principes. C'est comme ça qu'en droit gouvernemental, l'autorité peut se permettre d'évoquer ces principes pour justifier quand même la violation. Je l'ai dit que c'est une violation, mais en vertu de ces principes, c'est possible. Et donc, je crois humblement, il faut tirer les conséquences, établir les responsabilités. Parce que moi, je ne vois pas et je ne connais pas. Vous êtes journaliste et très très bien informé. Vous connaissez la vision de messieurs les gouverneurs de la ville en matière, par exemple, de la salubrité. Je ne sais pas. Comment était-il élu? C'est évalué à quel montant? Aujourd'hui, madame, vous et moi, nous ne savons même pas où nous devons aller jeter nos ordures. C'est où? Même ici à Gombe. Les poubelles sont dans tous les bureaux. On ne sait même pas où aller jeter. Moi, j'ai un bureau à Gombe. C'est invivable. C'est invivable. C'est comme ça que vous avez des épidémies à Kinshasa. C'est regrettable. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de Merci. cette Alors, logique. le sujet c'était la une de notre numéro du mercredi. Ah, ok. En tout cas, on avait fait un débat sur ça. Alors que On nous- n'a pas moyen d'y revenir. Nous, Mais pensons notre d'y sujet placer resté un ce mot matin. par rapport oui. à ce que Maître a dit. Non, c'est juste pour appuyer ce que Maître vient de dire. Dis très vite. hein. Oui, par rapport à l'expression que Maître a utilisée, ça fait un débat de droit. C'est fort quand même, parce que madame, vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, nous venons d'assister presque à une convocation, une réunion où le VPM de l'Intérieur avait convoqué tous les gouverneurs, comme aussi les présidents des assemblées provinciales, pour leur dire que dans un temps de guerre, il faudrait peut-être arrêter avec tout ce qui est comme mention contre le gouverneur. Bon, ce que je sache, c'est une décision qui prouvait que par rapport à la loi ne tenait pas. Il y a même, je crois, l'honorable Marcel Zouma qui a eu à introduire une interpellation contre le VPM de l'Intérieur. Mais j'insiste, ce que, comme on a toujours dit, ce n'est pas à nous de créer la roue, quoi. Hein? Certes, le gouverneur doit rendre compte au nom du devoir de la redevabilité, mais seulement que cela doit se faire dans les normes. C'est dans les normes. On doit voir qui est habilité. Il y a une assemblée, il y a toute une institution provinciale compétente pour demander des comptes au gouverneur. Mais quand j'apprends par un juriste, et moi je ne suis pas juriste, c'est déjà que il y a cet équivoque, il y a cette ambiguïté de qui est réellement habilité à convoquer le gouverneur ou peut-être à demander des comptes au gouverneur. Je me dis, même au sein du gouvernement, il y a ce qu'on appelle une ordonnance des attributions, je crois, qui limite les attributions pour chaque ministre. Alors, pour ce, nous le souhaiterons que ce soit l'institution provinciale, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale. Vous voyez un peu, il n'y a pas longtemps, on venait de prendre une décision. Aujourd'hui, il n'y a même pas 2 mois, nous sommes rattrapés pour boycotter la même décision que vous avez prise. Donc, voilà. Nous sommes tous censés être Merci Gérard. Sinon prendre ces décisions fortes, ça doit pas seulement dans ces secteurs. Hein. Dans tous les secteurs, on peut violer la loi. Effectivement. La loi, c'est possible. Là, on est mot. Non, le vrai problème, c'est que, madame, le droit c'est une vaste forêt. Il y a au-delà de la Constitution, la loi, mais aussi les principes généraux des droits. Mon co-débatteur était en train tantôt d'évoquer ici l'Assemblée provinciale, qui, il faut dire, est presque quasi inexistante. Moi, je suis chercheur en droit parlementaire. Quand vous regardez même le profil du speaker, quand vous regardez la conduite du débat, vous ne voyez pas l'Assemblée provinciale s'assumer. C'est comme ça qu'au niveau de l'État, on essaie quand même de récupérer la situation. Il ne faut pas dire qu'on a interdit. C'est vrai, l'interdiction... La récupération est légale, mais... C'est comme ça que j'ai dit. S'il faut s'en tenir à la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Mais en droit gouvernemental, il y a un principe de salus populis suprême, Alex. Les salis du peuple, c'est la loi suprême. Est-ce qu'il faut laisser les Quinois mourir ou il faut intervenir? Et dans ces cas-là, on peut violer la Constitution pour sauver les Quinois. C'est ça l'objectif de ces principes généraux des droits, salus populi suprême lex. Et très souvent en droit gouvernemental, on l'invoque pour préserver l'intérêt général. Et moi, j'estime au jour d'aujourd'hui, les Quinois, nous sommes en danger. Déjà, l'insécurité bat son plein, vous ne savez pas circuler.
vous avez des ordures presque partout, alors que l'État débourse, je dis l'État, ce n'est même pas la province, l'État débourse assez de moyens pour venir soutenir la province. On ne sait même pas au jour d'aujourd'hui. À la hauteur du besoin, là aussi, il faut vérifier. Ça, je ne sais pas, mais au moins il y a quelque chose. Contrairement à ce qui se passe chez moi au Congo central, l'État n'appuie pas complètement ces provinces. Et moi je crois, madame, pour citer, il faut établir les responsabilités. Ça ne doit pas se limiter sur les papiers. On a déboursé un peu les moyens. Le gouverneur doit s'expliquer au besoin, changer une autre personne. Parce que ça va faire maintenant plus d'une année qu'il est là. Vous ne sentez pas l'orientation. Vous ne sentez pas qu'à la tête, on a un gouverneur. Madame, les postes politiques, au-delà de ce que vous faites, il faut avoir le charisme. Mais au jour d'aujourd'hui, poser la question même, on ne sent pas les gouverneurs. Merci, maître Voumbi. Maître Yannick Voumbi. Oui. Alors, venons au sujet retenu à présent. C'est la rencontre ou la signature de l'accord de paix à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui est annoncé pour le 4 décembre. Maître, je reste avec vous. C'est sous pression américaine. Bon, madame, vous avez vos sources. Moi, j'ai les miennes. Je crois que le président Tshisekedi avait déjà dit en son temps qu'il ne pouvait pas ou il ne doit pas signer ces accords à caractère, je vais dire, commercial, financier, tant que la paix ne sera pas rétablie totalement sur toute l'étendue de la République, sinon c'est cette partie de l'Est. Alors, l'émir du Qatar est venu officiellement pour signer aussi des accords avec les RDC, mais officieusement on parlerait d'une certaine pression pour qu'il puisse finalement signer. Les États-Unis d'Amérique jouent-ils un frangé vis-à-vis de la RDC? Je ne crois pas, madame. Pourquoi? Lorsque vous regardez le président Donald Trump, partout où il passe, Orbi et Orbi, il ne cesse de dire qu'il a mis fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que vous et moi savons que c'est faux. On tue, on pille, on viole. Mais ici au Congo, personne n'a le courage de lui dire, monsieur, vous êtes en train de tromper. Vous ne dites pas vrai. Personne n'a le courage de le dire, alors qu'il est le président le mieux informé du monde. Il sait qu'il n'a pas mis fin à la guerre. Mais c'est un manque de respect pour les Congolais. Comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis, pour protéger ses intérêts, vous avez vu par exemple, lorsqu'il y a eu guerre entre l'Iran et l'Israël, vous avez vu comment il s'est imposé. Pour ses intérêts, les États-Unis d'Amérique envoient des chars, envoient des missiles, envoient les troupes, envoient l'argent. Mais en ce qui concerne la situation catastrophique à l'est du pays, il se limite par exemple de nous envoyer une pasteur qui vient prier, faire des prophéties dans 52 jours. Et il faut compter, j'ai dit au Congo, il faut compter, ça ne va pas se réaliser. Je crois que les États-Unis d'Amérique ne jouent pas un bon jeu. Mais je reviens sur d'abord la personne de Kagame lui-même. Qui est Kagame? J'ai dit aux Congolais, nous devons savoir connaître Kagame, parce que ça va faire maintenant plus de 3 décennies que ce monsieur est en train de nous malmener. Quand vous lisez les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo, omerta de la communauté internationale, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de morts. Plus de 500 000 femmes violées. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? J'ai appris à connaître Kagame. Kagame, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les faibles. Allez, madame, pour que ce monsieur arrive au pouvoir, il a fait assassiner des chefs d'État en fonction. Des chefs d'État en fonction, l'ancien président Habyarimana et l'ancien président Burundi. Il a orchestré lui-même les génocides du Rwanda. Plus de 800 000 morts pour qu'il arrive à tourner sur ces pays. Pour qu'il arrive à avoir de l'influence en République démocratique du Congo, Kagame a fait assassiner Mzee Laurent Désiré Kabila, alors président de la République en son temps. Et pour avoir de l'influence à l'est du pays, il fait massacrer plus de 10 millions de morts. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur, 10 millions de morts. Et ce monsieur a pris le goût. Il a non seulement des velléités expansionnistes, mais il profite de ce chaos pour voler
piller nos minéraux, nos richesses. Il est comme les patrons de cet espace utile en géostratégie, cette zone, on appelle ça zone utile, qui est devenue au jour d'aujourd'hui une zone très dangereuse pour les Congolais. Quiconque essaye d'élever sa voix, soit on vous assassine, on vous arrête, on tue, et c'est comme ça. Est-ce qu'avec ces messieurs, vous pouvez négocier et trouver la paix sur papier? C'est-à-dire quoi, maître? C'est-à-dire que cette paix annoncée, qui sera signée sous l'égide des États-Unis, ce n'est qu'une démagogie, une utopie, face à la réalité sur terrain, face à tout ce qui il n'y a qu'une certaine catégorie de Congolais qui croient à ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les ministres rwandais des Affaires étrangères sur une chaîne internationale, RFI pour ne pas la citer. Il a dit exactement ceci. Ça perd. La paix reviendra au Congo les jours où ils vont neutraliser les FDLR. Et il ajoute, les FDLR aujourd'hui, ils sont même dans leur propre armée. Est-ce que vous comprenez la gravité de ces propos? C'est-à-dire que c'est lui l'homme fort. Vous croyez que ces propos sont paroles évangéliques, c'est qu'il dit ce qui va se faire. Mais ce monsieur ne dit rien sans que cela vienne de Kagame. Et vous n'avez pas suivi Kagame, je crois hier, pardon, il a fait une interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne nous donnez pas les droits, nous allons continuer de nous battre. Question. Quels sont les droits qu'il revendique ici sur le sol congolais? Madame, du fond de mon cœur, je ne crois pas qu'on aura une paix facile avec Kagame, même sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Jamais. Les États-Unis ne respectent pas les faibles. L'Amérique, les Chinois, les Russes ne respecteront jamais les faibles. Il faut vous mettre en position de force pour que les autres puissent vous respecter. Et Kagame est dans cette logique. Il sait qu'au Congo, nous sommes faibles. Il nous impose la guerre. Il nous impose la guerre. Souvenez-vous, il avait déjà menacé au cours d'une interview qu'il a la force de venir jusqu'à Kinshasa. C'est même Kagame. Il est paniqué. Et donc, mais ça, ce sont que des propos, parce que même le chef d'État avait dit... Madame, c'est beaucoup grave. Madame, lorsque vous dites que ce ne sont que des propos, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de militaires rwandais qui ont encore traversé au Congo. Ils sont en train de combattre aussi le Kivu. Ce sont les militaires rwandais. Ce n'est pas des propos, il est passé aux actes. Il est en train de nous assassiner. Cette paix ne viendra pas sur papier. Il faut rétablir les rapports de force. Jusqu'à quand Kagame abusera-t-il de notre patience, madame? Ça va faire maintenant plus de 3 décennies. Plus de 3 décennies. Il n'y a que lui. Moi je l'ai suivi hier, quoique c'était en anglais, je parle aussi anglais, je l'ai suivi. Il parle comme si c'était son pays. Il n'a aucun respect pour les Congolais. Et dans ces conditions, dans ces contextes, vous pensez que cette simple signature va ipso facto remettre la paix à l'est du pays? Je ne crois pas et je ne croirai jamais à ça parce que je connais qui est Kagame. Voilà, merci Maître Yannick Vumbi. Alors, Gérard Limba, la rencontre, la signature de l'accord annoncée pour le 4 décembre, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est un pari risqué face à la situation telle que décrite par Yannick Vumbi. Merci beaucoup, madame. Je crois que c'est M. Boulos, son émissaire, qui était venu ici. Il n'y a pas longtemps, nous venons, il y a peut-être 1 ou 2 mois, on a eu à faire un débat sur ses propos où il disait qu'il n'y aura pas... Washington ne connaît pas cette rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Voilà, aujourd'hui, vous donnez même la date pour dire que c'est des bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Chacun joue pour sa propre parcelle. Mais nous croyons, peut-être que c'est encore au mois de juin, c'est la signature de déclaration de principe, et que bientôt, vous avez parlé du 4 décembre ici. Donc, madame, moi, mon problème, c'est qu'il faudrait un peu simplifier la compréhension de ceux qui nous suivent. Quand on parle de la signature ou de la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ça c'est la dimension internationale de la guerre. C'est là que c'est prouvé noir sur blanc, nous sommes agressés.
Mais quand nous revenons à Doha, ça c'est la dimension interne. Et c'est ce qui a justifié en coulisses la présence de l'émirat arabe, de l'émirat de Doha ici présent. Donc aussi pour montrer qu'à l'interne, c'est connu, c'est même bien annoncé qu'il y aura ce dialogue entre, c'est pas les belligérants internes, mais tout doit marcher aussi ensemble. Là où je ne partage pas peut-être le pessimisme de maître, c'est que les États-Unis n'est pas n'importe quel pays. Il ne peut pas s'impliquer pour jeter en pâture son rayonnement, son prestige international, sa souveraineté internationale. Mais seulement, écoute madame, il a cité encore exemples. Exactement, il a donné l'exemple de l'Iran avec Israël. Mais je crois qu'il suit très bien l'entretien international. Mais à quel moment les États-Unis ont intervenu? Il a laissé la guerre commencer entre Israël et l'Iran, et à un moment donné, les États-Unis ont intervenu. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Nous avons un contexte à nous. Nous ne savons pas qu'est-ce que les États-Unis préparent. Aussi, ne négligeons pas aussi toutes ces rencontres-là. On nous apprend que toutes les guerres se terminent par une table de négociation. Voilà qui est encore une occasion. Si, au départ, à l'annonce de cette signature de déclaration de principe, il y a eu quand même un résultat psychologique. Je crois qu'on a fait peut-être un mois sans attendre un peu tout ce que nous enregistrons au quotidien. Et c'est après que Kagame commence à répondre encore avec la reconnaissance de ses troupes. Mais au moins, restons optimistes avec cette rencontre-là. Publiquement, les chefs d'État ont eu à tendre la main à Paul Kagame. C'est le résultat de la main tendue. Nous avons vu attendre avec, c'est pas tout ce que nous connaissons comme ceux qui souffrent de la cécité haineuse pour dire que voilà encore la faiblesse et qu'on sort. Non, il est mieux placé pour engager les pays, c'est une autre porte-parole. Il a dit partout où la cause de la RDC sera nécessitera ma présence, je serai là. Alors, s'il trouve que les tableaux qu'il a actuellement, en termes de la diplomatie, en termes de la coopération, et qu'il fallait faire ces gestes-là, je ne sais pas, je dois peut-être vérifier, parce que actuellement, avec l'intelligence artificielle, j'ai vu, je crois, André Flau de la Belgique, qui est le premier à saluer ces gestes quand le chef d'État avait tendu la main. Donc, pour revenir un peu, plaçons les choses clairement, c'est que Washington, ça c'est la dimension internationale qui reconnaît qu'effectivement nous sommes agressés. Alors, attendons voir peut-être les résultats. Mais est-ce qu'il faudrait signer cet accord sans exiger le retrait des éléments du Rwanda sur le sol congolais? Oui, tant que c'est écrit noir sur blanc, on ne peut que s'incliner. Il y a encore vous avez cité le tweet de Martin Fayulu qui a demandé... Nous allons y revenir. Oui. Martin Fayulu qui a demandé au chef de l'État de publier les contenus de cet accord. Je dirais que c'est une proposition anachronique. Pourquoi anachronique? Parce que ça vient un peu tard. Moi-même, j'ai entendu plusieurs fois Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale, dire que le chef d'État a promis aux députés nationaux cet accord sera examiné à l'Assemblée nationale. Ça va passer par le... Bien sûr que oui, nous sommes à la télé, madame. En amont, ça doit passer en amont ou en aval? Non, bon, ça peut-être... c'est quoi la règle? Les internationalistes vont peut-être nous aider. Mais au moins l'annonce a été faite pour dire que l'accord en question, l'institution compétente pour nous donner tout le contour, les méandres, tout ce qui est comme secret de cet accord-là, je crois que c'est l'Assemblée nationale qui va débattre sur ça au moment venu. Alors, donc, quand Fayulu dit ici, faites ce tweet ici, c'est vraiment anachronique. Hein, ça vient un peu tard. Alors, vous croyez à l'issue favorable de la signature de cet accord? Alors, où est-ce que vous placez le propos qu'a tenu le président rwandais hier? Maître Nicolas évoqué. Il réclame ses droits par rapport à la réouverture de Goma. La question devait être discutée directement avec le rebelle. Il s'intéresse vraiment à la question congolaise. Madame, je me sens toujours avec patriote. ces tels propos, la signature de cet accord sera vraiment... Il va changer. Le maître dit qu'il n'est pas... C'est des bonnes guerres. À un moment donné, le chef de l'État l'a traité aussi des criminels.
Et puis, à un moment donné, le chef de l'État a tendu la main à ces mêmes criminels. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a changé. Oui, c'est-à-dire que je reste optimiste. C'est mon pays. C'est nous qui sommes des victimes. Si la signature ou peut-être la déclaration de Paul Kagame cache aussi encore certains objectifs, l'hypocrisie, on consort. Voilà, c'est de l'avenir de nous dire. Mais au moins, nous devons saluer ce genre de rencontres tant que ça peut donner le début de solutions ou une piste de solutions pour nos frères et ceux qui sont à l'Est. J'ai entendu ici mon frère Maître s'est référé à la publication de Onana, je crois, les Camerounais. Hein? Il s'est référé à... Bon, c'est peut-être pas patriotisme, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que quand c'est Onana, là c'est le monde entier, y compris les Congolais qui viennent. Mais si vous vous rappelez, madame, ici, je crois, avec Isaac Ngwenza, nous vous avons parlé de la publication, il y a de cela presque 10 ans, de l'ancien ministre, le vice-ministre des Transports, je crois, Elias Mulungula, qui, je crois, il doit être un ressortissant de Mwenga aussi à l'Est, qui a donné peut-être des bonnes pistes aussi. Mais vous verrez qu'il n'y a presque pas de promotion, il n'y a presque pas de référence par rapport à une publication interne de quelqu'un qui lui a la maîtrise plus par rapport à Charles Onana. Mais on ne sait pas. Quand ça vient de l'extérieur, le Congolais est toujours tout prêt à accepter pour dire que c'est ça la solution. Mais un fils du pays, une autorité à un moment donné aussi, et puisqu'il était dans le gouvernement sous le règne de Kabila, a fait une publication. Mais personne n'en parle. Un ouvrage de plus de 500 pages, personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi quand c'est Charles Onana, c'est vraiment une référence de choix, avec une bonne place, mais quand c'est un fils du pays, et puis là, on ne trouvera pas de solution. Donc ce sont des moments ou des occasions où nous devons peut-être dénoncer ce genre d'injustice, ou peut-être la science doit aussi rimer avec le patriotisme. Merci Gérard. Alors, Yannick Vumbi, comme disait Mobutu, même avec le diable, nous allons pactiser pour que l'Est soit en paix. Merci madame. Je reviens sur 2-3 petites choses que j'ai entendues de la part de mon co-débatteur qui est un éminent journaliste que j'apprécie beaucoup. Il dit ici que nous signons sous l'égide des États-Unis et les États-Unis ne vont même pas accepter que les Rwandais puissent tourner en bourrique. Il est encore revenu, c'est ce que moi j'avais dit, la guerre entre Iran et Israël. Quand est-ce que les États-Unis ont frappé? Les États-Unis ont frappé lorsqu'il a constaté que l'Iran était en train de mettre mal à l'aise l'Israël. Les États-Unis, peut-être que vous ne l'avez pas dit, a frappé les terres de l'arme nucléaire iranienne. Et l'Iran ne s'est pas laissé faire. L'Iran a répliqué, a attaqué les intérêts des États-Unis. L'Iran, en fait, a créé une condition de rapport de force. C'est comme ça que les États-Unis ont essayé de négocier un accord de paix. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils réussissent dans tout. Non, les États-Unis regardent ses intérêts. Quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique aujourd'hui en RDC? Quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique aujourd'hui au Rwanda? Depuis la signature de l'accord de Washington, est-ce qu'il y a des avancées? Les États-Unis ne savent-ils pas que Kagame veut les cesser le faire tous les jours? Pourquoi les États-Unis ne réagissent pas? Chers amis, arrêtons de croire que les salis de notre pays viendraient des États-Unis d'Amérique. Non, ça c'est faux. Et arrêtons de croire qu'on aura la paix facilement avec Kagame. Non, peut-être que les gens ne le connaissent pas. Vous les rendez aussi trop grand, hein, vous les rendez extraordinaires. Non. Par contre, je suis en train de faire voir aux Congolais qui est Kagame. Il n'est pas extraordinaire, mais c'est un vampire. Il n'est pas comme vous et moi. Il n'écoute pas le langage Lui, il écoute que le langage des armes. Je vous ai dit, pour qu'il arrive au pouvoir, il a fait assassiner des chefs d'État en fonction. Il a organisé les génocides. Pour que Tshisekedi arrive au pouvoir, il a suffi qu'on puisse organiser les élections. Des personnalités différentes. Car pour Kagame faire la guerre, c'est de l'ordinaire. Et c'est comme ça qu'il est en train de nous imposer la guerre.
Mais cet accord, comme le disait Mobutu, on cherche que le voir, pourvu que ça nous ramène à la paix. Même il faut signer avec le diable. Madame, qui wisse pas qu'un parabellum. C'est lui qui veut la paix doit préparer la guerre. C'est lui qui veut la paix doit préparer la guerre. À un certain moment, le président Tshisekedi avait très bien compris les messages. Il a mis assez de moyens dans notre armée. Ça, il faut le dire. On a acheté des chars, des avions CH4, des Sukhoi. On a acheté, on a utilisé. C'est ce qui a fait que Kagame puisse prendre autant de temps pour prendre la ville de Goma. Voyez-vous? Donc, il n'y a que ces rapports de force qui peuvent faire reculer Kagame. 30% de la loi de finances, projet de loi est réservé à la... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est comme ça que j'ai dit, le président de la République est en train de comprendre qu'il faut se préparer à faire une guerre longue avec Kagame. Kagame, ce n'est pas les papiers qui l'intéressent. Madame, s'il est au jour d'aujourd'hui établi que Kagame est très influent au niveau de l'Union européenne, c'est à cause de nos minéraux. Une fois que vous signez et que lui n'a plus la même mise, il ne sera pas non plus important au niveau de la communauté internationale. Conséquence, il va finir sa carrière comme ça. Il va cesser d'exister. Pour qu'il existe toujours, il doit nous faire la guerre. Il doit montrer au monde que je contrôle encore ces minéraux. Les cobalt, les coltans, tout ce que nous avons là-bas. C'est sa zone d'influence au jour d'aujourd'hui. Il dit à tout le monde, vous ne pouvez pas aller là-bas sans passer par moi. Et nous croyons qu'avec des simples papiers, il va nous laisser tranquilles. Non, madame, détrompons-nous. Organisons-nous à faire une guerre longue. Moi, je l'ai dit, et je continue à le dire. Le président Tshisekedi a quand même cette possibilité d'engager les peuples à faire une guerre longue. Il peut ou ne pas terminer cette guerre. Son mandat peut arriver à terme, il y aura un autre volet qui doit continuer. Il faut démystifier ces messieurs. Il faut les contraindre. On n'aura jamais une paix facile dans ces pays avec les papiers. Allez, regardez. Qu'est-ce qui intéresse les Américains au jour d'aujourd'hui? Est-ce nos minéraux ou la paix? La réponse est simple, c'est les minéraux. Parce que si c'était la paix, Donald Trump ne va pas se pavaner pour dire à tout le monde qu'il a minéraux. En échange de la paix. Mais madame, moi je ne voudrais pas entrer au fond. Parce que ce que nous sommes allés chercher aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est différent. C'est différent. Et c'est connu. Nous sommes allés chercher, négocier un accord entre RDC et États-Unis d'Amérique. Ce sont les Américains qui nous ont imposé un accord avec le Rwanda. Nous ne sommes jamais allés aux États-Unis d'Amérique chercher une réconciliation avec le Rwanda. C'était minéraux contre sécurité. Mais quand vous allez là-bas, les Américains savent très bien qu'ils sont les parrains de Kagame. Ils n'ont pas voulu laisser Kagame de côté. Et tout ce que Kagame est en train de faire, c'est soutenu, parrainé par les Américains, par les Anglo-Saxons. Ce n'est même pas un secret de polichinelle. Et vous croyez qu'ils vont le laisser facilement? Je sais, en politique, les alliances se font et se défendent. Je sais, ils peuvent être amis aujourd'hui, ennemis hier, mais aujourd'hui... Ils peuvent aussi les lâcher. Mais aujourd'hui, les faits ne nous démontrent pas le contraire. Ils sont toujours en alliance. Madame, s'il faut scripter, je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, allez, ça va peut-être faire mal. Les États-Unis dans l'Amérique est en train, en quelque sorte, de légitimer ce que le Rwanda est en train de nous faire. Alors que le président Tshisekedi, en allant aux États-Unis d'Amérique, c'était dans l'objectif de pouvoir isoler le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique, non, on ne doit pas l'isoler. Avant de venir, et vous connaissez les conséquences. Et aujourd'hui, vous voyez que la guerre continue. La guerre continue. Aux États-Unis, on est en train de critiquer Boulos. Il y a maintenant des articles, les journalistes ils font des articles pour dire qu'il n'est pas trop efficace. Il faut les changer. Il faut les changer. Madame, il faut rétablir les rapports de force. Je l'ai dit. Les jours où, et ce n'est pas, je les tire des musées. Musée Laurent Désiré Kabila, à un moment, était soutenu par les Rwandais. Les Rwandais l'ont amené et ont mis Laurent Désiré au pouvoir. Quelques années plus tard, Musée a compris que la FIDEL est un conglomérat d'aventuriers. Musée, avant de mourir, il a dit quoi? Ne jamais trahir la RDC. Il faut renvoyer la guerre d'où elle est venue. Madame, les jours où nous allons renvoyer la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire
le pouvoir de Kigali, c'est ça menacé. Kagame lui-même, c'est ça menacé. Cette guerre va s'arrêter. Tant que le pouvoir de Kagame, le Rwanda n'est pas menacé suffisamment, il va continuer à nous faire la guerre parce que pour lui, c'est une question existentielle. Et il y a des gens, permettez-moi de le dire comme ça, des Congolais, qui croient naïvement, si nous évitons de faire la guerre au Rwanda, le Rwanda aura pitié de nous et il va arrêter la guerre. Non, détrompons-nous, il va continuer parce que lui, il tire son existence du fait de cette guerre. Voilà, maître, en un mot, parce que vous avez épuisé votre temps d'antenne. Est-ce que... Mais je pensais placer un mot par rapport à ce que maître a dit. Ah oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire que j'étais attentif, comme maître disait, il s'est référé peut-être à mes propos. Maître, je suis un peu de près l'actualité internationale. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu à le dire ici. C'est parce que si vous êtes attentif, quand est-ce que l'Amérique a réagi quand Israël se battait avec l'Iran? Je ne suis pas un spécialiste de guerre, mais j'ai entendu que une fois que la guerre a commencé, les jeux de missiles, c'est par jour au moins une centaine de missiles quittaient l'Iran pour traverser 2 ou 3 pays pour atterrir en Israël. Les jours où les États-Unis ont appris que à la place des centaines, il y a eu au moins une dizaine de missiles, les États-Unis se disent ceci, ça c'est un signe de soufflement. De la part de qui? De la part de l'Iran. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont réagi. Et quand les États-Unis ont réagi, vous allez voir que c'était bien ciblé. Il s'est attaqué à l'industrie à problème qui se trouvait souterrainement. Donc, ne comparons pas, ne prenons peut-être pas la réalité du Moyen-Orient et le calquer un peu chez nous ici. C'est différent. C'est totalement différent. Ici, Donald Trump, quand il vient ici, il engage les États-Unis. Ce n'est pas avec une logique de la guerre. Quand il dit, par exemple, j'ai arrêté cette guerre-là, il s'est battu avec des machettes. Ça, c'est l'opprobre africaine. Hein? Là, il se manque à tous les Africains, y compris lui-même Kagame, pour dire que on s'est battu avec des machettes. Alors, je crois sous Biden ici, nous avons entendu que Paul Kagame a fait une déclaration pour dire que sur les 100% de ces minéraux anarchiquement exploités en RDC, les Rwandais n'en profitaient que de 1%, les 99% c'était aux États-Unis. C'est vrai, je le crois totalement. Il n'y a peut-être pas que les États-Unis. Nous avons eu à plusieurs fois dénoncé la complicité internationale de cette agression ici. On a eu à les dénoncer. Et ce sont les mêmes complices qui nous amènent sur la table de la signature. Exactement. C'est-à-dire que c'est quand même c'est une avancée que nous devons soutenir. Aujourd'hui, si avec Joe Biden, qui se soucie plus de son corridor où vont sortir nos minéraux, au moins Donald Trump, il vient s'imposer à nous tous et reconnaître que il va mettre la souveraineté ou le prestige américain pour arrêter cette guerre ici. Là où j'insiste, je rappelle, c'est que nous ne savons pas le plan B de quiconque se montrera comme étant récalcitrant par rapport à cet accord ici. Donc ce n'est pas à négliger. Mais au moins c'est prouvé que ce soit l'Europe ou les États-Unis, il y a une complicité. Tant que nous savons que ce n'est pas le coltan n'est pas exploité au niveau de n'est pas utilisé au niveau du Rwanda. Vous voyez un peu quand on parle de téléphone de ça ici. C'est dans tous ces pays occidentaux. Donc acceptons que à chaque fois qu'il y a une piste qui peut nous faire avancer, en tout cas, commençons par les soutenir, tout simplement parce que c'est nous qui sommes victimes. Car Paul Kagame n'est pas aussi indispensable, n'est pas aussi incontournable. Voyons, on peut voir ce que nous réserve l'issue diplomatique. Madame, toujours dans la logique de mon ami, trouvez-vous normal que nous avions signé l'accord de Washington où il est dit qu'il faut neutraliser les FDLR et en même temps, concomitamment, les Rwandais puissent lever ces mesures défensives. Allez, les soldats qu'il a mis sur notre sol. Les États-Unis continuent à demander aux Congolais de neutraliser, mais aucun effort pour que les Rwandais retirent ses troupes. Vous trouvez ça normal? Oui, maître, oui ou non, dans l'accord, il est stipulé le terme retrait. Oui.
Alors, si, mais ça s'est fait concomitamment. Maître, Oui. Les oui de vous parlez Oui. ici. Le Rwanda l'a nié pendant des années. Mais Là, quand il accepte au moins, il y aura retrait. C'est encore un aveu. Non, mais là n'est pas le problème. Non, ce n'est pas le vrai problème. Ne négligeons pas. Cher ami, la RDC a fait sa part. Nous avons demandé aux FDLR de déposer les armes. Qu'est-ce que, à contrario, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Parce qu'on dit que les deux opérations doivent se faire concomitamment. Et ils ne font rien et aucune puissance mondiale ne fait pression au Rwanda pour qu'il retire ses troupes. Et vous trouvez ça normal? Quand Kagame dit, pardon, quand le président américain dit j'ai mis fin à cette guerre, vous Congolais, vous êtes d'accord avec ces propos? Vous êtes vous conscient que lui il a mis la guerre, il a mis fin à cette guerre? Est-ce que les Rwandais se battent avec nous, les Rwandais viennent avec des machettes ou avec des armes sophistiquées? Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, Je ne veux pas discuter sur les effets d'annonce. Quand il est devant les micros, c'est normal qu'il ait un langage qui peut peut-être nous neutraliser. Mais il y a un mais ici, puisque vous vous référez souvent à Israël. Nous avons une particularité dans notre guerre ici. Oui. La dimension de ce qu'on appelle l'infiltration. Nous sommes victimes d'un régime qui lui a travaillé que pour fragiliser notre système de défense. Ça, c'est une autre dimension. Je ne justifie pas. Ça, c'est une autre dimension. Je ne justifie pas. Ça, c'est une autre dimension. La faiblesse peut-être pour réagir, mais au moins, à chaque fois que nous allons analyser la situation, reconnaissons que il y a un plan qui a été exécuté dans ces pays ici pour que nous arrivions à cette étape. D'accord, mais mon problème, s'il vous plaît, madame, mon problème, c'est que vous trouvez normal que les États-Unis d'Amérique mettent pression sur la RDC pour neutraliser les FDLR, mais vous n'exigez pas aux mêmes États-Unis d'Amérique de demander aux Rwandais d'exécuter aussi leur part de l'obligation de retirer les troupes. Pourquoi vous ne l'exigez pas? Exactement. C'est ce que je ne comprends pas. Tant que la pression reste... Pendant que nos mamans continuent à être massacrées, Donald Trump lui dit il a mis fin à cette guerre. Nous, Congolais, nous devons nous révolter pour lui dire que monsieur, vous êtes en train de mentir. Vous n'êtes pas sérieux pour lui dire ça. Je compatis pour dire que tant que la pression reste diplomatique, nous ne savons pas ce que les mêmes États-Unis préparent. Non. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il prépare? À un moment donné, il aura eu sa part. À un moment donné, il aura eu sa part. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Maître, vous ne voyez pas que, au regard de ce que des propos catégorisés que vous avez évoqués hier en conférence de presse de Kagame, la question de l'ouverture de quoi? De Goma, il dit que ça va être discuté directement avec les rebelles, il réclame ses droits, il ne sait pas, comment on dit, il agit maintenant à village découvert. On se demande que c'est lui et qu'il faudrait signer cet accord avec lui. Mais madame, avec lui-même. Ce monsieur ne se cache plus. Il ne se cache plus, voilà. Hier, moi, je l'ai suivi. En tout cas, il parlait comme c'était lui le président de la République démocratique du Congo. Il parlait comme c'était lui le maître de Goma, Bukavu. Il était en train de nous défier en réalité. D'où il doit être sur la table là, aux États-Unis. Madame, moi je ne suis pas contre que nous puissions discuter avec ces messieurs. Mais il faut commencer par rétablir les rapports de force. Okay. Au moment où nous discutons, lui il occupe une partie de nos territoires. C'est ça sa plus grande force. C'est ça, c'est sa plus grande force. Mais Gérard espère au changement, hein, que peut-être ça changera. Il faut pas. Pas miracle. Mais curieusement, c'est mon tour de parole. Curieusement, maître, ne dénonce pas l'infiltration. Non, je reste je la dénonce avec force. Et je salue ici... C'est là que nous sommes victimes. Non. Et je salue ici le courage politique du président Tshisekedi. Moi-même, bon, je ne vais pas le dire ici, je suis derrière un dossier et entrer à ce qui se passe par exemple à l'Est, l'arrestation d'un général. Voyez-vous, je ne peux pas dire tout ici, mais je dénonce, j'encourage par exemple le président Tshisekedi à faire ce travail de fond. L'infiltration a détruit systématiquement notre armée. Et Kabila, en tout cas, si cette question, je ne le pardonnerai jamais, il a fait un travail, un mauvais travail. Il a systématiquement détruit notre armée. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Par exemple, la chute de la ville de Goma. C'était inimaginable, impassable, avec tout ce qu'on a mis comme moyen. Munitions, armes, hommes, tout. Mais vous voyez comme ça, ces gens-là viennent
prendre la ville de Goma sans résistance. C'était inimaginable. C'est la conséquence de l'infiltration. Je dénonce cela. Mais ici, je continue à parler sur ce qui se passe à Washington. Nous devons, nous, Congolais, ouvrir les yeux. Ce n'est pas pour la première fois que nous puissions signer avec les Rwandais. Vous parlez le même langage que Fayoulou. Le contenu même de l'accord qui sera signé. Fayoulou, c'est un... Les Congolais ont droit de connaître le contenu réel du projet d'accord que vous envisagez de signer avec Kagame à Washington. Bon, Fayoulou, c'est un acteur politique. Il donne point de vue, il donne son point de vue. En même temps, il veut tirer les droits de son côté. Il veut que les gens puissent encore parler de lui. Mais je sais, à ce niveau de responsabilité, on négocie d'abord. On échange. On essaye, chacun de son côté, à préserver les intérêts de chaque pays. Et après, on pourra peut-être venir mettre sur la table ce qu'on a signé. On ne dévoile pas d'abord. Je ne va pas passer par le Parlement. Bon, Parlement, lorsque vous lisez la Constitution, article 213, 214, 215, on vous donne quand même les modalités. Les accords internationaux conquis, c'est-à-dire le président négocie, ratifie et le gouvernement conclut. L'article finit par dire il en informe l'Assemblée nationale. Maintenant, dans l'information, là, qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait? Est-ce qu'elle donne ses avis? Est-ce que mais la Constitution se limite à dire il en informe? Donc le président négocie, ratifie, c'est le gouvernement qui conclut maintenant. Voyez-vous? Donc je crois que ce sont des accords qui vont être rendus publics, pas aujourd'hui, mais peut-être après la signature. Et à ce moment-là, on va voir est-ce que les intérêts de l'État ont été préservés. Mais de toutes les façons, Tshisekedi est devant ses responsabilités. C'est quand même le fils de Tshisekedi. C'est après, même si les intérêts ne sont pas respectés. Ça, je vous parle de la réelle politique. Même les États-Unis d'Amérique ne vont pas dévoiler ces accords avant la signature. En tout cas, c'est la réelle politique. Ils ne vont pas dévoiler, que ce soit les Rwandais, la RDC, les États-Unis. Mais le jour où on va signer, c'est peut-être les États-Unis, les Rwandais, la RDC, qui vont le mettre à la place publique. C'est de la réelle politique. C'est que Fayoulou est en train de demander à Tshisekedi, il veut le mettre devant ses responsabilités, mais en réalité, il ne l'aura pas. Peut-être après la signature, là, on verra si Tshisekedi a ou non préservé les intérêts de la République. Et si ça n'allait pas, comme il réclame, ça ne marchait pas sur l'intérêt de la population, là, ça sera déjà passé. Oui, mais ça sera... timing, madame. Ça sera trop triste pour la République. Parce que si Tshisekedi est là, c'est au nom et pour les intérêts de la population. Il a l'obligation de défendre les intérêts de la République. Ouais. Mais s'il ne le fait pas, ça pourrait être considéré comme un acte de haute trahison. Donc il n'a pas d'autre choix que de défendre les intérêts de la République. Voilà. Maître qui ne cesse de souligner le patriotisme de Fayoulou. Mais ici, moi, je... C'est pas ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je comprends dans vous dire. Ici, moi, je profite aussi de votre micro, madame, pour saluer aussi le patriotisme de Katumbi Moïse. Pourquoi? Parce que tous nous savons qu'est-ce que le régime passé nous a laissé comme héritage acide, nocif, antipatriote. Nous savons ça. Et voilà toute la force de Kagame. Dans le régime passé, là, il y a aussi Moïse Katumbi. Je ne justifie pas, je dis que je ne justifie pas peut-être certaines faiblesses ou des mauvaises gouvernances du régime de Fachi, mais au moins, nous devons souligner. Mais vous avez suivi pourquoi la raison que l'ensemble n'a pas voulu répondre à la signature ou peut-être à l'invitation de Nairobi. Vous avez suivi la position de Katumbi. Tout simplement pour dire que nous devons premièrement nous attendre par rapport à cette rencontre-là. Pour ceux de l'ensemble, à la tête c'est Moïse Katumbi, puisque plusieurs fois j'ai suivi le cadre de l'ensemble, pour dire qu'il ne pouvait pas répondre à cette invitation, tout simplement parce que ce que Kabila a comme héritage, vous venez l'endosser, vous venez partager ce qu'il a laissé comme héritage. Or, quel héritage, jusqu'aujourd'hui, nous en pâtissons. Donc, entre politique, entre formations politiques, il devait y avoir premièrement, au préalable, un arrangement. Sinon, ils sont obligés
Voilà comment nos opposants sont devenus maintenant ridicules aujourd'hui. Le même qui a eu à taxer Kabila, de tout le nom, du diable même, et le même était à Nairobi pour signer, non pas comme étant un collaborateur, mais comme étant subalterne. Comme étant subalterne, parce qu'ils ont il a tout pris en charge. Voilà un peu. Je me dis ceci, tous les jeunes qui ont eu à perdre la vie, en prisonnier, qui habitent peut-être vers le zone là, qui suivait Franck Diongo, quand ils voient cet accord-là, quand ils voient actuellement Franck Diongo à côté de Kabila, comment ils se sentent? Leur famille, comment ils se sentent? Vous voyez un peu les politiques congolais, là où son intérêt le peut l'amener. Donc c'est capital qu'on le dise. Nous les regrettons, nous sommes infiltrés, non pas parce que ce sont des Rwandais qui ont infiltré, non, non, non. Il y a certains Congolais parmi nous, intellectuels, avocats, journalistes, qui jusqu'à aujourd'hui, madame, jouent la carte de Paul Kagame. Merci. Et ils sont conscients, et ils en bénéficient encore, ce qui est plus grave. Ils en bénéficient. Donc nous devons avoir le courage de dire que ce que nous subissons aujourd'hui, en tout cas, en partie, nous sommes aussi responsables. Merci. Alors, nous allons passer un mot par rapport au deuxième sujet, bien qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder. Hein. Mais quand même, c'est par rapport au minerai. Hein. Le ministre des Mines, Louis Vuitton, qui regrette du fait que depuis près de 100 ans d'exploitation minière, en RDC, seules les entreprises en tirent profit, tandis que les Congolais vivent dans la misère. Ils n'ont jamais profité de leur richesse. Il s'est fixé des priorités pour changer la donne et permettre aux Congolais de bénéficier de leur richesse, notamment le renforcement de la bonne gouvernance, la traçabilité des minéraux exploités, la lutte contre la fraude minière, l'encadrement de l'artisanat minier, entre autres. Voilà. Maître, bon, madame, il faut dire que c'est un constat que tout le monde fait. Mais il ne devait pas se limiter à dire qu'il n'y a que les entreprises qui en bénéficient. Au-delà des entreprises, il y a certains Congolais, un groupe de Congolais qui sont devenus millionnaires, pour ne pas dire certains milliardaires. Vous pensez vraiment où est-ce que Kabila a trouvé tout cet argent pour avoir ce qu'il a eu dans ce pays? Les Moïse Katumbi et les autres. C'est aussi ça les vrais problèmes. Ces entreprises étrangères, pour la plupart, lorsqu'elles viennent investir dans notre pays, chacun à son niveau a toujours un Congolais qui les protège pour soit couvrir leurs sales besoins, pour certains, pour d'autres jouer des trafics de l'influence. Mais si lui, ministre, aujourd'hui, il s'en rend compte et qu'il peut changer la donne, tant mieux. Mais connaissant les secteurs, je crois que s'il n'a pas le soutien du président de la République, s'il n'a pas le soutien de la justice congolaise, il ne fera rien. Il ne fera rien. Parce que moi, je ne comprends pas, dans toutes ces mines, dans toutes ces entreprises, vous voyez des militaires. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Dans tout le carré minier, vous voyez des militaires. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont là-bas sur ordre de l'équipe. Par moment, même des militaires, la garde républicaine, hein, ça a été dénoncé. Alors, s'il veut changer des choses, il doit commencer par... nous avons déjà un bon code minier. Il faut travailler sur l'administration, la qualité des administratifs, parce que là aussi, il se pose un problème sérieux, l'administration congolaise. Mais il doit aussi travailler sur la sécurité judiciaire. Ces gens, lorsqu'ils viennent, ils ne font jamais confiance à la justice congolaise. Ils préfèrent prendre une autorité ici, prendre un général pour protéger ses intérêts. Et dans ces conditions, les vrais investisseurs ne viennent pas et ils vous envoient les supplétifs qui viennent chercher l'argent, évoluer dans la mafia, évoluer dans la corruption, dans les trafics d'influence, avec comme conséquence, l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans les poches des individus. C'est comme ça, à un moment, vous allez trouver des gens comme Joseph Kabila, plus riches que l'État. Vous avez des gens comme Moïse Katumbi, qui ont, s'est enrichi d'une manière insolente. Vous vous posez la question, où il a trouvé cet argent-là? Mais est-ce que ça se limite à ces régimes? Je ne crois pas. Au jour d'aujourd'hui, dans ces régimes, il y a aussi des gens qui sont devenus beaucoup plus riches. Et donc, est-ce que le ministre a les moyens de mettre fin à cela? Je ne crois pas. Il doit être soutenu par le président de la République, par la première ministre, par la justice congolaise, mais aussi travailler
pour la sécurité judiciaire de toutes ces sociétés. Enfin, on pourra peut-être voir les changements dans ce secteur. Merci. Alors, Gérard. Merci beaucoup, madame. Oh là là, parce que vous parlez de... le maître parle de soutien du chef de l'État au ministre de Mines, lui, Watum Kabamba. Là, je partage totalement. N'oublions pas que dans son parcours, lui, Watum fut directeur général de Kibali Goldman, je crois, pendant une dizaine d'années. Ivano, je crois, encore une entreprise au niveau des États-Unis. Il a un peu son parcours par rapport à ces secteurs miniers. Et aujourd'hui, j'observe de loin, je sens qu'il bouge les lignes. Hein, il bouge les lignes. Hier, vous avez dit, il a fait cette annonce ici pour dire que la semaine prochaine, la RDC reprend avec les exportations de cathodes en cuivre. Hein, donc, à un certain moment donné, le gouvernement avait suspendu. C'était justement par rapport à notre position de faiblesse. Mais, d'une manière générale, quand vous le voyez surtout sur le terrain, à Bunia, je ne sais pas encore, à Kolwezi, comme partout dans les secteurs miniers, on sent que le ministre a cette bonne volonté de bouger les choses. Bon, le code minier nous est favorable et consort. Mais la grande question, puisque je l'ai encore suivi à Makutano, c'est que quand est-ce que toute cette dotation en minerai profiterait à l'ensemble de la population? Là, il se pose maintenant la question de la justice distributive. Hein? D'une manière ou d'une autre, même si nous ne connaissons pas en réalité tous les contours de ce qui se passe au niveau des mines, mais au moins, chaque Congolais, partout où il est, il doit en profiter, sentir qu'effectivement, nous sommes un pays potentiellement doté. On nous apprend que dans notre budget, il y a au moins 27% qui viennent des recettes en minerais, donc des budgets tributaires par rapport à ces recettes-là. Mais l'administration, on peut encore toucher la volonté politique, on peut encore aller un peu plus loin par rapport à tout ce que nous venons d'énumérer ici comme pesanteur international. Mais il y a un mais, c'est que la population, s'il n'a pas besoin de pénétrer tout ce qui est comme texte, mais au moins il doit sentir que nous sommes un pays à vocation minier et que nous sommes dotés de tous ces avantages-là. Donc je ne peux que saluer le ministre de Mines, lui, Watum Kabamba, qui, en tout cas, contrairement à son prédécesseur, nous voyons qu'il bouge les lignes. En tout cas, là, nous devons le dire haut et fort. Voilà, merci Gérard. Merci Maître Yannick Vouvier. Merci Madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous dédions cette émission à Madame Nicole Mouang Mokonzi Amama, de la part de Hugues Tanfou Nganza, qui souhaite un joyeux anniversaire à Nicole Mouang Mokonzi. Heureux anniversaire, Maman Nicole, de la part de Hugues Tanfou Nganza. L'émission est finie. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montiri. Bon début de week-end à vous tous. Nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.